Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Nous avons décidé de consacrer une mini-série à l'avenir des médias et après avoir parlé de l'avenir des réseaux sociaux, nous consacrons aujourd'hui un épisode à l'avenir de la télévision. La télévision, ce média de masse, ce média populaire et rassembleur, n'est plus ce qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Mais alors, quel média est-il ? Et surtout, à quoi va-t-il ressembler à l'avenir, à l'heure du tout numérique, du replay, des box, des plateformes, de la télé connectée ? Et pour en parler, j'accueille Sylvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Pub. Bonjour Sylvia. Bonjour Jérôme, je suis très heureuse de participer à VCast, sachant que c'est une grande première pour moi en ce qui concerne le podcast. Ravi de faire cette première ensemble. Alors ma première question, le marché de la télé est vraiment en pleine évolution. Le média se consomme plus tout à fait de la même manière, en tout cas plus forcément en direct, devant son poste de télé. Alors pour commencer Sylvia, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie ? Est-ce que tu peux nous dire comment on consomme la télé aujourd'hui, nous faire une sorte de petit état des lieux du marché français ? Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que la vidéo est le premier loisir des Français. Et en termes de chiffres, sur le premier semestre 2021, nous étions à une consommation de 5h32 sur 15 ans et plus, tout format vidéo confondu. Et dans le cadre de l'analyse de ces 5h32, à peu près 77% sont consacrés à la télévision 4 écrans, 10% à la vidéo hors replay, 9% à la SVOD et 4% en ce qui concerne la vidéo sociale. Donc clairement, effectivement, il y a une mutation de la consommation vidéo, mais on peut considérer que la télévision continue de se tailler, entre guillemets, la part du lion. Et c'est vrai que la séquence Covid a démontré la très belle résilience, et finalement, le média s'est réinvité dans les foyers français, et notamment auprès des cibles plus jeunes, puisque depuis plusieurs mois, il y a véritablement des records d'audience, notamment sur les cibles 15-34 ans et 15-24 ans en linéaire, par exemple sur un programme comme Koh-Lanta. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant à analyser. Pour autant, on est tout à fait lucide et conscient de la montée en puissance, notamment des acteurs de la SVOD. Au niveau des chiffres, je pense que vous les connaissez tous, mais c'est bien de les rappeler. Netflix en 2021, c'est 10 millions d'abonnés, 5 millions en ce qui concerne Amazon, 3 millions sur Disney+. Salto est estimé entre 300 000 et 400 000 abonnés. Donc c'est certain que la Covid a aussi permis à ces acteurs d'accélérer finalement leur référencement. Pour autant, nous, on est assez confiants sur la capacité que peut avoir effectivement la télévision et le replay, de par sa proposition, on va dire, de contenu premium, à continuer à être, on va dire, la plus belle proposition. Mais nous sommes vigilants et je pense qu'on va être amené à en reparler. En ce qui concerne plus particulièrement TF1, il est important de rappeler que chaque soir, au travers de nos différentes chaînes, on touche 10 millions de Français. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que en ce qui concerne la partie replay, on est quasiment à 30 millions de visiteurs uniques par mois désormais. Et c'est un record. On a passé le record sur le mois d'octobre. Et donc, au niveau de notre stratégie, totalement assumée de liquidité des contenus, c'est vrai que désormais, la partie streaming au sens large, pour nous, est un sujet absolument crucial en termes de développement dans les mois et les années à venir. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on parle de télévision, en réalité, désormais, on parle de vidéo. Hein. Tu remets tout de suite ce contexte-là, c'est-à-dire pour bien comprendre dans quoi on se situe, c'est d'abord le média vidéo, j'allais dire, et effectivement cette appétence de plus en plus grande de nous tous, hein, pour la vidéo, avec, comme tu l'as dit, une place encore très forte de la télévision. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est s'intéresser au contenu. Il y a ce qui crée l'événement, ce qui fédère, et également ce qui se consomme de manière peut-être plus individuelle à n'importe quel moment. On parlait donc de télé linéaire, c'est-à-dire voilà, on regarde tous la même chose au même moment, mais également ce choix qu'on fait tous, tu parlais de replay tout à l'heure, de pouvoir regarder le contenu qui nous intéresse au moment où on veut. Finalement, quelle est la stratégie de TF1 désormais ou maintenant et dans les prochaines années, hein, c'est ça l'idée du podcast sur l'avenir en tout cas. Quelle est la stratégie de TF1 en termes de contenu pour répondre à ces différentes
attentes à ces différents moments? Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, cette logique DataWad, Anytime, Anywhere, Any Device, ça fait maintenant plusieurs années que le groupe TF1 l'a adopté. Après, sous l'impulsion d'Ara Aprikian, qui est notre patron des programmes et des antennes, si je devais résumer de manière claire, on a fait un vrai shift stratégique depuis maintenant, on va dire 24 mois, et c'est la feuille de route, on va dire des 2 à 3 prochaines années minimum, bien heureux celui qui peut voir au-delà, sur 3 grands piliers, qui sont pour nous notre vraie valeur ajoutée différentielle par rapport à la SVOD. Et ces 3 piliers sont le live, l'entertainment et le local. Pour un peu détailler, sur le live, c'est notre capacité à proposer aux Français des événements qui fédèrent, et c'est notamment bien sûr le sport, et on a notamment un line-up en 2022 extrêmement intéressant, puisqu'on va avoir la Coupe du Monde de foot au Qatar en exclusivité, la Coupe du Monde de rugby féminine, on va avoir l'Euro féminin, donc je fais une petite parenthèse sur la montée en puissance du sport féminin qui fait plaisir. Et le deuxième pilier du live, c'est l'info. Et là, la Covid, elle a été un peu game changer. C'est vrai qu'on a élargi nos tranches info. Pendant la période de la Covid, on avait l'équivalent de 3 JT par jour, puisqu'il y avait ce lien, tu parlais tout à l'heure d'un média fédérateur, on avait ce lien social finalement, et ce rôle social d'information auprès du plus grand nombre, et ce poids de l'info, selon que les audiences sont extrêmement satisfaisantes, on a décidé post-Covid, même si est-ce qu'on peut dire qu'on est post-Covid, mais bon, on a décidé de le poursuivre. Et il y a aussi un autre point, c'est Quotidien, qui est une émission live tous les soirs, qui est aussi devenue finalement un peu la marque info sur les cibles plus jeunes. Faut jamais oublier que nous aussi, ce n'est pas que l'apanage des GAFA. Nous aussi, on est dans une démarche de conquête et de renouvellement des audiences. Et les cibles 15-34, 15-24 sont pour nous extrêmement importantes. Donc voilà pour la partie live. Sur la partie entertainment, toujours dans cette idée d'avoir la capacité à rassembler le plus grand nombre, c'est comment on propose les meilleures franchises de divertissement mondial. C'est évidemment Koh-Lanta, c'est Danse avec les stars, c'est The Voice, c'est Masked Singer, et aussi comment on arrive à renouveler la proposition. Et c'est vrai que il y a quelques producteurs en France, notamment Arthur, qui a cette force de proposition de nouveaux formats. Et là, c'est District Z, donc la saison 2 qui va bientôt arriver sur nos antennes, où vendredi, tout est permis, qu'Arthur a vendu dans plus d'une 60aine de pays. C'est important de le noter. Troisième pilier, il est essentiel, c'est le local. Derrière le local, c'est la fiction, la proposition Netflix, la proposition Amazon, ce sont effectivement des produits très marketés, qui ne viennent pas que des US, mais il y a quand même une grosse proposition US. On voit que maintenant l'Asie aussi est très contributive. Et en miroir de cela, nous, c'est comment on est une alternative et comment on ouvre le champ des possibles avec ce savoir-faire que nous avons sur la fiction locale. Et ce phénomène-là, d'ailleurs, d'appétence, on l'observe tout autant en France que sur les autres marchés européens. Et là, on a de nouveau pris le sujet très à cœur avec une refonte totale de la proposition de fiction sous le prisme de la mini-série événement. Là, il va bientôt y avoir en 2022 Mon Ange avec Muriel Robin qui a été primée à La Rochelle. La diversification des genres, que ce soit le thriller, la comédie, la saga familiale, mais aussi créer des nouveaux héros. Et ça, c'est pas évident parce que on a dit au revoir à nos anciens héros et on en a créé des nouveaux comme Balthazar, comme Munch, comme le remplaçant avec Joe Star. Et je ne peux pas ne pas parler d'HPI, le phénomène avec Audrey Fleurot. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ont aimé la saison 1, je confirme une saison 2 en 2022. Mais derrière ce format, c'est plus de 12,5 millions de téléspectateurs et internautes chaque semaine. Et c'était un score que nous n'avions pas atteint depuis 2006.
Donc c'est assez incroyable. Donc voilà pour la partie TF1. Mais le groupe TF1, au-delà des chaînes, c'est aussi le groupe Newen. Il faut pas l'oublier que nous avons racheté en 2016. Et en 2016, il y avait un modèle qui était finalement très franco-français. Désormais, Newen, c'est 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Il y a des filiales acquises dans 7 pays. Et ce qui est intéressant avec Newen, c'est qu'on est vraiment dans l'hybridation du modèle, puisque Newen travaille tout autant avec France Télévisions, M6 ou TF1 qu'avec Netflix, Amazon ou Apple. Et ça nous permet vraiment d'être dans cette logique de coopétition avec ces acteurs. Et à la fois, oui, sur certains sujets, notamment la publicité, nous sommes en concurrence. Et pour autant, sur le sujet de la production, on peut être amené à collaborer. Et je trouve ça assez intéressant. Et ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est qu'au-delà de l'hybridation, il faut une nouvelle forme d'agilité pour effectivement se dire que le monde, il est pas blanc et noir et qu'il y a probablement des opportunités et qu'on n'est pas, entre guillemets, condamné à une posture défensive. En tout cas, en ce qui concerne le groupe TF1, ce n'est pas une option. Ouais, super intéressant. Donc on retient ça, hein, donc ces 3 grands piliers là de TF1, live, entertainment, local, et puis des nouvelles productions. Merci pour cette annonce. Je sais pas si c'en est une, mais en tout cas on va le prendre comme ça de la seconde saison d'HPI. Parlons un peu de la distribution. On a commencé à l'aborder. On voit bien que Netflix, Amazon, etc. On les a déjà cités, parce qu'en fait il y a 2 modèles qui s'opposent aujourd'hui. Enfin, tu vas nous dire si ça s'oppose d'ailleurs. Il y a l'accès payant. L'accès gratuit qui est financé par la publicité, on va donner ça comme grand modèle, et puis un accès payant effectivement qui est plutôt celui des plateformes, on en a parlé, Netflix, Prime, Disney+, Salto. D'ailleurs, j'ai lu, petite incise, dans un article là, cette semaine, qu'il y a une question de la télécommande et des boutons de la télécommande de nos télés connectées, avec carrément une mission parlementaire qui se lance. C'est quand même assez intéressant que ça se joue jusque sur notre télécommande. Certains constructeurs ont intégré le bouton Netflix ou Amazon en natif sur l'objet de télécommande. Et ça, c'est un vrai débat, oui. C'est un vrai sujet. C'est super intéressant, effectivement. C'est carrément maintenant... c'est marrant parce qu'on parle d'un monde complètement numérique et en fait, on se rend compte que cette question-là du physique, d'une télécommande, d'un objet, en fait, c'est super important. Quand on a des boutons qui sont présélectionnés, en fait, c'est peut-être une distorsion de concurrence. Nos parlementaires vont statuer certainement bientôt. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois cette répartition des cartes demain ? Alors, tu l'as dit, c'est pas évident de regarder très très loin, mais espèce de grand panorama, comment tu vois un peu les choses ? Et deuxième question, du coup, comment TF1 se positionne là-dessus et essaie de dessiner ce futur-là ? Alors, c'est toujours pareil. Il y a toujours 2 manières de voir les choses. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. De nouveau, en ce qui concerne notre vision, pour nous, c'est le verre à moitié plein, dans le sens où on est très aligné avec cette hybridation de la consommation. Et nous, la stratégie, elle est claire. On doit jouer sur tous les leviers. Et par rapport au système matriciel dont tu parlais, pour le reprendre, on était historiquement sur un modèle à 2 cases, avec d'un côté télévision gratuite, de l'autre côté télévision payante, pour passer à un modèle à 4 cases, puisqu'il y a la SVOD qui vient compléter, mais également la AVOD, qui est donc le principe d'une vidéo qui n'a pas eu une vie linéaire, mais qui pour autant est pubé. Donc nous, c'est vraiment ça le nouvel échiquier, et on veut jouer effectivement sur le levier, sans surprise, télévision linéaire avec publicité, mais également le levier AVOD et le levier SVOD. Sur le levier SVOD, la réponse qu'on a apportée à ce jour, c'est Salto, qui est aussi encore une démarche assez inédite d'alliance avec M6 et France Télévisions. Et donc ça a été lancé maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi, sachant que cette initiative Salto, elle a des équivalences sur d'autres marchés. On peut par exemple citer au UK BritBox, qui rejoint ce principe-là et qui nourrit ce que j'exposais précédemment sur l'appétence des consommateurs sur une proposition locale, puisque Salto, une grosse partie de Salto, c'est bien sûr les replays des chaînes, mais aussi des productions et des avant-premières qui sont généralement de la fiction française. Donc ça, déjà premier point, donc on est agnostique et pas dogmatique par rapport à cette évolution, on va dire, du paysage mondial, puisque où tu as raison, c'est que ce phénomène, il est
mondiale. Le deuxième niveau, et je l'ai déjà dit, c'est que nous, on est dans cette logique de coopétition. Donc, à la fois, ce sont des concurrents et en même temps, cela peut être des partenaires. Donc, en ce qui concerne le sujet de collaboration avec ces plateformes, il y a le cas connu du Bazar de la Charité, où ça a été une grande première, puisque c'était une coproduction avec Netflix, et le modèle est simple, ça permet d'injecter de l'argent dans la qualité de la production, et le Bazar, c'était ambitieux puisque c'était une fiction à costume, et ça coûte beaucoup plus cher, donc ça nous a permis d'upgrader le produit. On avait, entre guillemets, contractuellement, la première diffusion en clair, l'exclusivité de la première diffusion en clair sur le marché français, et derrière Bazar est devenue une production, une création originale Netflix dans tous les autres marchés, et nous, à ce stade où on est sur notre marché de référence, qui est le marché français, finalement, tout le monde est gagnant. Donc le modèle est assez intéressant. On parlait d'HPI. Au-delà de sa force de frappe d'audience, pour répondre à ta question, on a complètement revu la chronologie de distribution du contenu. L'exemple d'HPI, c'est à J-13, on le met sur Salto. À J-7, on le met sur MyTF1. Ensuite, il arrive en live sur TF1, en Prime. Et ensuite, il est en replay à J+7. Mais sa vie n'est pas finie, puisque HPI, c'est une création originale du groupe, et Newen, qui, de par son implantation, ce que j'expliquais à l'international, derrière, il y a une structure qui s'appelle Newen Connect, est chargée de vendre HPI sur d'autres marchés, et HPI a déjà été vendu sur une dizaine de marchés en dehors de la France, soit d'ailleurs à des broadcasters, soit à des plateformes. Donc ça illustre bien aujourd'hui cette volonté finalement de rayonnement du contenu core et comment effectivement on travaille par cercle concentrique pour lui donner finalement une exposition la plus maximale possible. Et deux autres illustrations récentes de cette hybridation, c'est TF1, MyTF1 Stream, qu'on a annoncé à la rentrée, où là c'est une vraie proposition AVOD. Donc là, Ara et ses équipes ont acquis des droits spécifiquement pour une consommation digitale, d'accord, OTT. Donc ces droits-là n'auront pas de vie sur les chaînes physiques du groupe TF1. Là, on est parti sur 9000 heures de contenu et ça nous permet d'aller travailler de la conquête. Par exemple, on a acheté des mangas ou on fait des streams sur des thèmes de séries cultes, ce qui nous permet d'aller recruter une audience un peu différente. Et cette semaine, nous avons annoncé MyTF1 Max, où là, le principe, c'est donner le choix finalement aux consommateurs, dans le cadre du RGPD et de la CNIL, de se dire si moi conso, je ne veux pas de publicité, je vais donc payer 2,99 € pour avoir, alors les 2,99 €, c'est la première année, après ça passera à 3,99 €, chers amis. Je pourrais avoir le replay sans publicité, à quelques exceptions près pour des histoires de droit, en Full HD. Donc voilà. Donc tu vois, Jérôme, il y a vraiment aujourd'hui une ouverture et un champ de possibles qui devrait nous permettre, en tout cas c'est le sens de notre travail au quotidien, de à la fois être une alternative puissante, qualitative et différenciante dans sa proposition de contenu, mais pour autant au même niveau serviciel que les plateformes. Donc l'UX est important, la granularité, la richesse des catalogues est important, la simplicité d'accès, tout ce qui est recommandations de lecture est fondamental. Le micro-paiement qu'on fait là avec Max, on a appris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à titre personnel, ce que je trouve fantastique, c'est que tous les jours, on apprend finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, et ça remet aussi une forme d'humilité par rapport au sujet, et surtout ça embarque les équipes dans cette logique de courbe d'apprentissage permanente.
Oui, effectivement, c'est formidable. Tu disais vous vous situiez au même niveau de service du coup que les plateformes et tout. Moi, je dirais même au-dessus, puisque vous avez une mission. Enfin, vous tenez votre mission de diffusion live, grand public. Alors avec ce modèle, avec la publicité, n'empêche que effectivement, vous perdez pas ça. Ça change pas complètement de modèle. En revanche, vous vous adaptez. Il y a une agilité. Et d'ailleurs, pour parler un peu moins pro domo, même si tu l'as dit via Salto, etc., c'est quand même un modèle qui est effectivement. Alors, vous avez la puissance du grand groupe, mais qui est aujourd'hui mis en place par les différents acteurs du marché français, avec effectivement des super réussites à l'international aussi. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qu'il y a quelques années, et tu nous donnes des très bons exemples avec Bazar, etc., d'une certaine manière, d'expansion de la signature française, j'allais dire, et d'un groupe comme TF1 à l'international. Non, mais quand je disais au même niveau, c'était vraiment sur la partie UX. Bien sûr. Notre note sur l'App Store, c'est super important, en fait. non, mais c'est intéressant. Est-ce que j'aurais pu prononcer cette phrase il y a 10 ans? Je ne sais pas. Mais c'est pour juste ce petit exemple-là de montrer le phénomène d'acculturation et de digitalisation dans le côté constructif de la chose, puisque de nouveau, nous, on est résolument constructif et positif. Et nous, notre sujet, c'est comment ça devient des opportunités. Non, mais c'est très clair, mais je voulais même rajouter une couche en disant qu'il y avait vraiment une mission encore plus au-delà, effectivement, des plateformes. La télévision, c'est le premier média social de France, quand, on va dire, un Meta ou un Facebook ou un Insta sont des plateformes. Donc, c'est effectivement la rhétorique entre qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'une plateforme. Et c'est vrai que quand tu es média, tu as, entre guillemets, des droits et des devoirs par rapport à toute la partie éditoriale. Et c'est vrai que, on parlait de la Covid précédemment, on a ressenti le fait qu'on était pour de vrai ce lien social et que notre présence dans le foyer, elle était vécue extrêmement positivement dans les cas de divertissement par exemple, et également avec beaucoup d'écoute sur la partie info, puisqu'il y a tout ce sujet aussi fake news et compagnie. Et c'est vrai que nous, en tant que médias, on a une obligation d'être garant de l'information que nous diffusons. Et ça, c'est aussi une mission. Et ça, t'as raison. Il y a une vraie mission derrière cela. Je suis complètement d'accord. Ouais, et puis on se souvient, alors je sais plus si c'est encore le cas, et pardonnez-moi si c'est le cas, mais de cette capsule, enfin ce moment dans les JT avec le question-réponse envoyé par les téléspectateurs, qui est hyper fort. Donc tu parles de responsabilité, effectivement, vous assumez cette responsabilité. Les différentes chaînes ont vraiment joué le jeu, et tu parles de réseaux, enfin de médias sociaux. Bah oui, il y a quand même une interaction avec les téléspectateurs. Et justement, en parlant d'interaction, j'aimerais qu'on aborde le sujet un peu spécifique des jeunes. Tu en as parlé un petit peu au début, en disant qu'effectivement, il y avait quand même, vous faisiez des bons scores auprès des jeunes, notamment avec votre pilier entertainment. Mais bon, globalement, quand même, on voit bien que les jeunes ont une consommation de la télé qui est très différente, pas forcément devant le poste, qui est plutôt sur du replay, évidemment en digital. On peut même dire à travers un téléphone, ou en tout cas avec des devices qui sont différents, ce qui est quand même très différent de programmes qui sont pensés quand même pour des grands écrans, et même de plus en plus grands écrans. Et pourtant, les jeunes ont une consommation de la vidéo, on y revient un peu à la première question, différente. Voilà. Comment tu vois un peu ce sujet-là, et comment vous vous adaptez, et comment globalement tu vois le média télé s'adapter à ce public des jeunes, et comment enrayer cette perte et continuer à les conquérir? J'y ai déjà un peu répondu. C'est par la proposition live, et notamment sur les cibles jeunes, la proposition sport. Clairement, quand on a des grands matchs, ils sont là, et ils sont fortement là. Donc c'est vrai que la ligne du sport, elle est assez claire. Donc c'est par les contenus. On a fait des records d'audience sur cette cible-là, à la fois sur Danse avec les stars. Après, si tu as regardé le programme, et je ne t'en veux pas si tu l'as pas fait, mais pour ceux qui l'ont regardé, on a Michou, on a Taïk. Enfin, il y a un renouvellement des talents, et aussi dans tout ce qui est scénographie. Autre exemple, quand tu vois Quotidien, c'est vrai que les Martin Veil, par exemple, sont devenus derrière des référents et des porte-paroles auprès de cette cible-là. Et puis après, c'est toute la capacité à avoir, de nouveau, nous on est très décomplexés par rapport à cela, d'avoir accès à tous nos contenus sur OTT, sur ton mobile, avec
un enjeu du X, je le redis. Nous, on a complètement refait MyTF1 il y a plus de 2 ans, et on sait la sensibilité et l'exigence légitime d'ailleurs de ces cibles jeunes par rapport au service et à l'UX. Là, on ouvre max avec cette proposition de replay sans publicité. Tu vois ce que je veux dire? On émet et dans notre proposition de contenu, et dans le serviciel, et dans notre distribution totalement adaptée à cette, on va dire, volatilité de la consommation de la cible. On émet des signaux tous les jours en leur disant venez chez nous. Nous, notre enjeu, c'est effectivement de les avoir. Après, voilà, certains on les aura que par Koh-Lanta sur du replay qui regarderont sur mobile exclusivement. Donc d'un point de vue publicitaire aujourd'hui, ces cibles qui sont effectivement plutôt des petits ou moyens consommateurs télé, on a la capacité aussi de les tracer et de pouvoir permettre aux annonceurs de pouvoir aller les catcher sur nos assets digitaux. Mais attention, je le redis, sur les grands événements live, comme les Energy Music Awards, tu vois, sur les Energy Music Awards de samedi dernier, on avait 57% de part d'audience sur les 15-34. Sur Dals, pareil, on est sur des scores qui sont extrêmement forts. Et Miss France qui va bientôt arriver. On en reparlera ensemble, Jérôme, mais tu seras surpris des audiences sur les cibles jeunes. Donc voilà. Non, mais super intéressant et de voir qu'en réalité, le média télé ne se limite plus à la grande boîte noire, aux fines boîtes noires qu'on a chez nous, mais justement à toutes ces consommations-là. Et c'est vraiment comme ça que désormais, il faut y arriver. Et tu m'as fait une super transition, puisqu'effectivement, les nouveaux modes de réception peuvent être une vraie opportunité pour les annonceurs. On va parler un petit peu de publicité quand même, pour les annonceurs et donc pour les médias. Ça dit des nouvelles capacités de ciblage, tu viens de commencer à l'évoquer, de mesures, des nouvelles presque scénarisations. Cependant, il existe quand même une sorte de risque pour les chaînes, pour les acteurs principaux, de se faire désintermédier, de perdre la maîtrise technologique. Alors comment rester maître finalement de son destin lorsqu'on n'est pas l'unique propriétaire de la data des téléspectateurs? Alors, vaste sujet. Non, mais question très importante. Et merci de me la poser parce que je pense que tout le monde n'a pas bien conscience de ce que je vais dire. Le groupe TF1, on a une offre propriétaire de 27 millions de logués. Nous, le log, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai par rapport à de nouveau la tension et l'inquiétude légitime, puisque je suis accessoirement présidente du syndicat des régies Internet, donc j'ai la double casquette sur tous les sujets cookieless. Nous, on a une offre qui est à 95% d'ores et déjà cookieless avec ces 27 millions de logués. Pardon Sylvia, est-ce qu'on peut juste rappeler pour nos auditeurs, donc logués, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont inscrits sur la plateforme MyTF1 et donc que vous connaissez. Exactement, et qui ont accepté, enfin voilà, donc tout est opt-iné, etc. Et donc ça, c'est notre propriété, d'accord. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est vrai que dans la chaîne alimentaire, finalement, ces stratégies qu'on a mis en place il y a quelques années, nous ne sommes pas les seuls, puisque M6 également, par exemple, a aussi une proposition loguée. Par rapport à cette évolution ou ce retournement de situation qui, de nouveau, pour beaucoup d'acteurs de la chaîne digitale et notamment les acteurs français, est un sujet. Finalement, pour nous, cette stratégie du login devient une vraie force concurrentielle pour les années à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, j'ai une conviction très claire. Les deux monnaies essentielles du marché publicitaire, que ce soit au niveau français, européen ou international dans les 10 prochaines années, c'est la data et l'IP, c'est-à-dire la capacité à avoir des droits. Donc, c'est tout ce que j'ai exposé précédemment avec Newen, qui pour nous est un asset très stratégique sur cette raison-là, par rapport à la liquidité des contenus qui n'ont pas de frontières et qui aussi n'ont pas de frontières dans la consommation de device. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on a répondu avec Newen. Et donc, sur la partie data, pareil, ça fait de nombreuses années que nous avons investigué le sujet, et pas uniquement que sur la partie digitale, mais également sur la partie télé, puisqu'on a été les premiers à avoir une proposition de data sur les inventaires linéaires. Aujourd'hui, TF1 Pub, c'est plus de 700 cibles disponibles en digital, 100 cibles disponibles en télévision linéaire et plus de 50 cibles disponibles en télévision segmentée. Donc c'est pas
trois petites cibles et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on a fait un travail d'orfèvre, et d'ailleurs je dédicace ce message à mes équipes marketing, assez incroyable. Et rien que sur l'année 2022 là, on a annoncé 150 nouvelles cibles qui sont corrélées à l'évolution des usages, puisque nous, notre unique obsession, c'est comment servir au mieux les intérêts des annonceurs, et évidemment par ricochet de leurs agences. Donc, on a lancé gros acheteurs Amazon, acheteurs de Drive, consommateurs SVOD, intentionnistes high-tech, tout ce qui est aussi autour de la RSE, évidemment. Donc voilà, donc en permanence, on est dans cette logique de se dire, par rapport à cette monnaie de la data qui va devenir dominante dans les mois et les années à venir, eh bien nous, il faut qu'on soit aussi un acteur majeur et qu'on soit force de proposition. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, propriété de la data et la feuille de route. Et en même temps, il y a eu un autre changement majeur en ce qui concerne l'univers broadcast, c'est le décret du 6 août 2020 sur la télévision segmentée. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'en France, on dit segmentée et non pas adressée, puisque dans le cadre du décret, nous n'avons pas le droit de mentionner l'adresse pour l'instant dans le cadre de l'expérimentation, ce qui est une spécificité française, puisque dans tous les autres pays, la télévision est bien adressée. Pour autant, voilà, on a lancé en pleine Covid, faut quand même le souligner également, cette télévision segmentée. Je vais revenir sur le bilan, mais par rapport à ta question de modèle, là, c'est vrai qu'on est dans un modèle de collaboration avec les opérateurs et on est effectivement dans une logique de répartition entre guillemets de la valeur entre les différents acteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouvelle forme de collaboration et globalement, tout le monde a signé ses accords ou est en train de les terminer et ça se passe plutôt bien puisque cette année 2021, malgré le contexte Covid, etc., la télévision segmentée, elle a vu le jour. Il y a, je dirais, au niveau du marché, à peu près plus de 200, 250 campagnes qui ont eu lieu sur cette année 21. Ça va clairement s'accélérer sur 2022. Et ce qui est intéressant par rapport à ta question de tout à l'heure sur la conquête, mais là qui était conquête audience, sur la conquête client, quand on fait le point sur la télévision segmentée, 55% à ce jour des clients qui ont fait de la télévision segmentée chez nous sont des nouveaux annonceurs télé chez nous. Et à peu près 2/3 du chiffre d'affaires généré, il est généré à ce stade, toujours, par des PME, PMI. Donc, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les différents acteurs télé du marché, puisque c'est vraiment un très bel outil de conquête pour aller donner cette accessibilité à des annonceurs et des PME, PMI qui se disaient, là, finalement, la télévision, c'est pas pour moi, et qui sont aussi légitimement, comme les grands clients, obsédés par leur retour sur investissement parce que ce sont des entrepreneurs et c'est leur argent. Donc eux, la notion de ROI, elle est absolument clé. Et donc du coup, ils ont une sensibilité sur la data extrêmement forte. Et donc c'est vrai que ce produit TVS, il est vraiment positionné notamment sur cette typologie de clients. Non, mais c'est très clair. Et alors, je renvoie à nos auditeurs à un épisode précédent de VK sur la télé segmentée pour vraiment en comprendre les différents enjeux. Et justement, à propos, pour continuer autour de cette capacité de ciblage et les modes de consommation donc délinéarisés, est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de fantasme du tout adressable, c'est-à-dire d'aller toucher nos cibles, quoi qu'il arrive, et de faire du sur-mesure pour tout? Est-ce que dans 10 ans, finalement, le média s'opérera comme le digital? Est-ce que c'est comme ça que vous dessinez les choses aujourd'hui? Le digital, d'un point de vue métier, la plateformisation, l'automatisation, la programmatique, c'est un moyen et pas une finalité. C'est vraiment important de le dire. Et nous, dans l'ADN de la proposition, en tout cas, c'est ma position de Sylvia, toujours dans cette logique de modèle, on était effectivement historiquement sur un modèle unique mass média. Et grâce au digital et désormais à la télévision segmentée, on passe en 3 dimensions. Donc, d'une dimension finalement uniquement mass média, one to many. On est one to one
avec la proposition digitale et OTT ou AVOD par exemple, et on est one-to foyer avec la télévision segmentée. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours ce digital qui nous permet d'ouvrir le champ des possibles et vraiment d'avoir une richesse de propositions beaucoup plus forte que par le passé. Mais pour autant, la proposition mass média, la couverture instantanée, les 10 millions de téléspectateurs qu'on touche chaque soir en live, c'est le terme que j'ai déjà employé tout à l'heure, mais c'est notre trésor de guerre. Donc l'idée, c'est d'arriver à conserver cette proposition masse et en parallèle de l'enrichir, de l'hybrider avec la proposition digitale et la proposition télésegmentée, et demain peut-être encore d'autres propositions qu'on n'a pas encore imaginées ou trouvées. Donc nous, on veut être présent et être acteur dans cette pluralité de consommation. Si on parle de logique de moment marketing, on veut être sur tous les moments, mais sans pour autant renier notre ADN de médias qui fait du lien social, de médias populaires. C'est un des premiers mots que tu as dit dans ton introduction. Et pour moi, populaire, c'est noble. Populaire, c'est extrêmement positif. CF, tout ce qu'on a échangé sur la partie Covid. Donc voilà. Donc oui, dans 10 ans, par cette proposition live et ce savoir-faire que nous avons sur le live, sur l'info, sur le local, bref, tout ce que j'ai déjà raconté, ce sont nos avantages compétitifs qui doivent nous permettre de pouvoir continuer d'être toujours là et toujours vaillant. Tu dis 10 ans, j'espère 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon après je serai plus là, mais le digital pour nous, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a et le monde d'aujourd'hui et de demain, on est dans cette logique d'interopérabilité, on est effectivement dans cette logique de liquidité des contenus, des usages, et effectivement, toi Jérôme, le lundi tu vas regarder TF1 en live, le mercredi tu vas regarder le replay de Koh-Lanta et après tu iras te faire une bonne série Netflix. Très bien. Nous, notre job, c'est de s'adapter. Donc rien n'est antinomique, mais notre ADN de proposition de contenu premium doit rester notre ligne de force. C'est très clair et merci pour ce résumé des différentes façons de faire, one to many, one to one, one to foyer. Moi, j'adore ça, c'est très très clair. Peut-être une dernière question justement autour de la mesure et d'une convergence potentielle, une mesure commune. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets sur ce sujet en termes d'outils marché? Voilà, c'est quoi ta vision sur ce contexte de convergence potentielle? À partir du moment où on est tous d'accord pour dire qu'il y a une convergence des usages, il faut bien évidemment avoir la capacité d'opérer une convergence dans, entre guillemets, la monétisation des inventaires. C'est la base. Et pour faire cela, il faut effectivement qu'on ait une capacité de pouvoir comparer, benchmarker les inventaires vidéo au sens large, hein, c'est ma définition du début, entre télévision linéaire, 4 écrans, SVOD, social, etc. Pouvoir effectivement avoir une mesure cross-média dédupliquée et aussi avoir une logique de monnaie unique. Et nous, notre conviction, on la porte depuis maintenant plusieurs années, hein, c'est ce sujet du CPM et du CPM data, parce que CPM tout seul, voilà, c'est CPM avec la data, CF, tout ce qu'on développe sur la partie data. Donc voilà, donc nous, la vision, elle est là. Et au niveau des marchés, nous, on regarde toujours ce qui se passe du côté des US parce que généralement, ils ont 18 à 24 mois d'avance par rapport au marché européen. Et c'est vrai que au niveau des US, ils ont déjà développé, notamment NBC, un nouvel indicateur qui s'appelle C-Flight, qui permet de pouvoir effectivement créer un KPI commun sur tout ce qui est visibilité et complétion entre inventaire linéaire et inventaire digitaux. Mais il n'y a pas de déduplication. Le modèle C-Flight a été exporté au UK et en Allemagne, et au UK et en Allemagne, ils travaillent sur des modèles de déduplication. Mais C-Flight, entre guillemets, reste dans cette logique finalement périmètre broadcast. Donc, l'autre possibilité, c'est la mesure cross-média du MRC, sur lequel il y a des discussions en cours
avec les différents acteurs du marché français, donc l'UDM, l'UDCAM, le SNPTV, évidemment Médiamétrie, où là, il s'agit effectivement, dans les mois à venir, de se mettre d'accord sur une bonne convention, puisque par rapport à cet enjeu de comparabilité, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Et c'est vrai que idéalement, il faut qu'il y ait une logique de déduplication. C'est important quand même. Donc juste pour tout le monde, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, le standard MRC, ça prend en compte la durée de vision dans le décompte des impressions, mais cela conserve un seuil de 2 secondes pour la mesure de la couverture. Donc, on pourrait se dire que c'est pas parfait. Je rappelle que le média télé, et je le dis très objectivement, est le média aujourd'hui qui est le mieux mesuré, donc et par un tiers de confiance et avec des mesures qui sont éprouvées et très très robustes. Donc, à partir du moment où on rentre dans cette logique d'ouverture et de vision convergente, c'est vrai que nous on veut conserver cette exigence-là et on veut pas faire n'importe quoi. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, il y a ce mouvement des US qui est en train d'arriver en Europe. Il y a clairement une prise de conscience et une volonté des acteurs du marché français dans les 12 à 24 mois de pouvoir répondre et de pouvoir effectivement statuer sur le fait que oui, il va falloir avancer sur la mesure cross-média, oui, il va falloir avancer sur cette logique de monnaie unique et j'avoue que je suis assez confiante sur le fait qu'on y arrive. Après, ça veut dire casser des conventions, casser des thermomètres historiques. Ça demande un alignement, ça demande du dialogue, ça demande de l'intelligence collective. Voilà, donc c'est finalement on aura ce qu'on aura envie que ce sera. Donc c'est la capacité effectivement à ce que tous les acteurs s'interfacent bien et qu'on arrive à un consensus qui soit entre guillemets fair deal pour tout le monde. C'est toujours le sujet. C'est si le deal est fair, ça se passera bien. Si le deal est pas fair, voilà, il y aura discussion quoi. Mais en tout cas, il y a une volonté d'avancer. Bon, on y croit. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Sylvia. Merci à toi Jérôme. Merci pour l'acuité et la pertinence et aussi à la voix la passion et l'intérêt que tu portes à nos sujets. Pour une première, en tout cas, c'était une première formidable. Aujourd'hui, on vous a parlé de responsabilité, de nouveaux héros, de bazar de la charité. On a même parlé de la télécommande, de Salto, d'HPI, de TF1 Max. Bref, un bon podcast sur l'avenir de la télé. Merci encore Sylvia. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de VCast, le podcast média de Values et notre mini-série sur l'avenir des médias. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires sur votre application de podcast préférée. Ciao.